Bonjour François Ekal. Bonjour. Qu'est-ce que vous a inspiré ce discours et cette prise de parole de François Bayrou ? Il a raison. C'est vrai que la situation des finances publiques est inquiétante et qu'il faudrait prendre des mesures de redressement très difficiles. Mais c'est aussi un peu un discours qu'on entend depuis très longtemps, que moi j'entends depuis très longtemps. D'ailleurs, qu'il porte lui-même depuis très longtemps. Et toute la difficulté, c'est aujourd'hui de prendre des mesures qui traduisent ce discours en actes. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué dans la situation politique actuelle. Pierre Moscovici, le patron de la Cour des comptes, menace, ou vous avez été magistrat, menace de ne pas certifier les comptes. Que vous inspire ce refus ? Alors, il faut savoir que l'État a 3 comptabilités. Il y a la comptabilité budgétaire, qui est celle dont on entend parler en réalité. Le Parlement vote un budget en comptabilité budgétaire et ensuite on suit les recettes et dépenses dans cette comptabilité. Il y a ce qu'on appelle la comptabilité nationale, qui est utilisée par les économistes pour faire des comparaisons internationales. Et puis il y a une 3e comptabilité, qui est proche de celle des entreprises, qui est celle que certifie la Cour des comptes. Le problème, c'est que personne ne l'utilise. Personne ne la connaît. Donc, en quoi consiste-t-elle ? L'idée, c'était d'avoir un peu comme une comptabilité d'entreprise, techniquement, droit constaté, avec un bilan, un compte de résultats, quelque chose qui est très différent de la comptabilité budgétaire, qui est une comptabilité de caisse, dans laquelle on regarde ce qui rentre, ce qui sort en caisse. Donc là, en tenant compte des droits constatés. Enfin, c'est quelque chose qui ressemble à une comptabilité d'entreprise. Donc elle existe. Donc l'État a un bilan, il y a des engagements hors bilan, mais personne ne l'utilise. Donc une fois de temps en temps, personne ne l'utilise, c'est-à-dire que personne n'oblige l'État, comme on oblige les entreprises, à tenir compte de cette présentation et des recommandations qu'il peut y avoir. Bien sûr. La seule chose que les députés, les sénateurs regardent, et après les médias, je suis désolé, c'est la comptabilité budgétaire, parce que c'est dans ce système comptable, budgétaire de caisse, de cette comptabilité de caisse, qui est utilisée pour voter le budget et suivre l'exécution du budget. Donc la comptabilité générale, malheureusement, elle n'intéresse personne. Donc la Cour des comptes peut dire qu'elle va arrêter de le certifier. Je pense malheureusement que ça ne changera pas grand-chose. Ce que vous êtes en train de me dire, c'est que finalement, quelque part, la Cour des comptes n'a qu'un rôle consultatif. D'ailleurs, cette comptabilité générale, normalement, le Parlement devrait l'approuver chaque année dans ce qu'on appelait ça autrefois la loi de règlement. C'est-à-dire, chaque année, il y a une loi qui approuve les comptes de l'État et qui donne quitus, d'une certaine façon, à la gestion des comptes de l'État par le gouvernement. Cette loi de règlement, depuis 3 ans, le Parlement, pour des raisons purement politiques, refuse de la voter. Donc, voilà, c'est pas voté et rien ne change, en réalité. Alors, c'est très intéressant ce que vous dites, parce que précisément, il y a une commission d'enquête qui s'est organisée et qui a rendu d'ailleurs un rapport sur les dérapages du déficit public en 2023 et 2024. Et les députés ont été incapables de trancher sur une question: qui est coupable ? Alors, qui est coupable, François Ekal ? Alors, moi d'abord, j'ai toujours connu, quand j'étais déjà à Bercy, il y a 30 ans, c'est moi qui faisais les prévisions de finances publiques, ma sous-direction. Donc on avait toujours à l'époque 2 jeux de prévisions, des prévisions officielles et puis des prévisions internes destinées au seul ministre, qui évidemment était beaucoup plus pessimiste. Et c'est ça qui est absolument, d'ailleurs, absolument passionnant dans votre livre, c'est que vous expliquez ça, c'est qu'on apprend qu'il y a un delta entre ce qu'on annonce et ce qui est dit au ministre. Et dans la commission d'enquête, et en réaction à la commission d'enquête, Bruno Le Maire dit justement qu'il y a un problème, c'est qu'il y a un biais d'optimisme. Et ça, vous le mettez bien en lumière dans votre... Tout à fait. Et donc, moi, je l'ai constaté quand j'y étais il y a 30 ans, mais après, j'ai fait ce qu'on a appelé les audits des finances publiques de la Cour des comptes. Il y a eu 2 grands audits en 2002 et en 2012. C'était exactement pareil. Et donc là, c'est encore pareil. C'est exactement pareil, c'est-à-dire qu'il y avait un biais d'optimisme. Il y avait toujours un biais optimiste dans les prévisions officielles. Les prévisions techniques internes étaient toujours beaucoup plus pessimistes. Mais pourquoi on est à ce biais d'optimisme ? Parce que depuis
depuis, je dirais, depuis avant la création de l'euro, c'est-à-dire depuis la période de préparation de l'euro où il fallait qu'on ait un déficit public égal à 3% du PIB en 97 pour créer l'euro. Depuis, les gouvernements ont toujours voulu afficher une réduction du déficit qui permette de revenir à ce chiffre de 3% du PIB qui est dans le traité de Maastricht. Et aujourd'hui, on est un peu moins ambitieux. Et puis après, à un certain moment, voilà, on a toujours voulu afficher une trajectoire qui permette de rassurer nos créanciers et nos partenaires européens, mais sans jamais expliquer comment on allait faire pour réduire le déficit public. Parce que ça demande toujours des mesures très difficiles, et donc en réalité, on ne l'a jamais fait, et ces programmes à moyen terme, ce qu'on appelait programme de stabilité, loi de programmation des finances publiques, n'ont jamais été respectés. François Ekal, je me trompe ou vous êtes en train de me raconter que ce qu'on fait sur la France, c'est un peu ce qu'ont fait les Grecs, non ? Alors, c'est un petit peu différent, parce que là, je dirais quelque part, il ne s'agit que de tricher avec des prévisions. Une prévision est toujours fausse, hein, elle est toujours discutable, Les Grecs ont fait quelque chose qui était quand même un peu plus grave, qui était de tricher sur les comptes, sur la comptabilité. C'est un cran au-dessus quand même dans l'échelle de la gravité. Donc on n'a pas fait Enron. Est-ce qu'on pêche toujours par optimisme, en dehors de justement de cette volonté d'être dans les clous, sinon budgétaires, en tous les cas psychologiques, pour créer une monnaie commune et unique comme l'était l'euro? Est-ce qu'on pêche toujours par optimisme quand on fait des prévisions budgétaires? Malheureusement. Est-ce qu'il y a un mécanisme cognitif? Alors, les services techniques, eux, essayent de faire des prévisions, je dirais, sincères. À l'intérieur du ministère des Finances, on a toujours essayé, et je pense que c'est toujours le cas aujourd'hui, de faire la prévision la plus réaliste possible, compte tenu de la politique inchangée, en ne prenant jamais en compte, évidemment, des mesures de politique économique qui n'ont pas encore été votées. Après, on peut se tromper. Comme disait Pierre Dac ou Niels Bohr, il est toujours difficile de prévenir, la prévision est toujours difficile, surtout s'il s'agit de prévoir l'avenir. Donc, il y a des erreurs, et là, en 2023-2024, il y a eu manifestement beaucoup d'erreurs techniques. Alors, vous parlez de la difficulté justement de réaliser ces économies que tout le monde trouve nécessaires. Est-ce que, précisément, c'est-à-dire que les économies budgétaires, c'est un peu comme les prisons, dont on vient de parler avec Éric Delbecq. Est-ce que c'est comme les trains? Est-ce que c'est comme les autoroutes? Tout le monde en veut, mais sauf chez soi. Oui, c'est un peu ça. Il y a un relatif consensus entre les partis politiques, sauf quelques extrêmes, et chez les Français, sur le fait que il faudrait quand même reprendre le contrôle de la dette publique, réduire les déficits, que ça présente des dangers, mais en revanche, il n'y a aucun consensus sur les solutions à mettre en œuvre pour y arriver. Et là, en effet, c'est surtout pas chez moi, c'est la faute de l'autre. C'est toujours la faute de l'autre. Alors, il y a parmi les pistes qui sont évoquées et qui sont évoquées récemment et qui ont été évoquées à votre place cette semaine. Une piste, personnellement, j'en avais jamais entendu parler. Alors, je ne suis pas économiste, mais enfin, on fait quand même un certain nombre d'émissions sur cette question, notamment avec vous, François Ekal. Et je voulais justement avoir votre point de vue sur la question. Elle a été évoquée par quelqu'un que vous avez dû croiser et que vous connaissez. C'est l'ancien gouverneur de la Banque de France, Jacques Delarosière. On l'écoute. On peut réduire les dépenses publiques françaises si on s'attaque à une sorte de religion qui s'appelle la religion des services votés. Il faut que les Français comprennent ce que c'est. Oui. Tous les ans, quand on fait un budget, on reporte sur le budget de l'année suivante la totalité de ce qu'on appelle les services votés. C'est quoi les services votés? C'est toutes les dépenses qui ont été précédemment approuvées par des parlements. Et on les laisse religieusement, les strates après strates. On ne remet pas en cause les dépenses qui ont été votées. On ne prend rien en compte. Ouais. On dit simplement, comme ça a été voté par le Parlement, c'est sacré. Et on les reporte. Alors, c'est une bêtise difficilement qualifiable, parce que c'est pas parce qu'il y a 5 ans, il y a 10 ans, quelquefois il y a 50 ans, une décision par le Parlement français a été prise en matière de dépenses, qu'elle est valable aujourd'hui. Est-ce qu'il n'y a pas un gisement d'économie là ? Si, mais en fait, on a déjà essayé, malheureusement.
En 2001, on a voté à la quasi-unanimité ce qu'on appelle aujourd'hui encore, qui est ce qu'on appelle la loi organique sur les lois de finances, qui est une loi organique donc au-dessus des lois, qui décrit le cadre dans lequel justement on vote le budget. Et l'idée à l'époque, c'était déjà de revenir sur ces services votés et que dans la loi organique, qui est, on appelle ça une justification au premier euro des crédits votés dès le premier euro. Donc on revient sur les services votés. Mais en fait, on ne l'a jamais fait. Pourquoi ? C'est juste parce que c'est une justification au service euro, c'est juste une justification comptable. Consiste à vous dire, par exemple, que si vous payez des chômeurs pour creuser des trous, on va vous expliquer qu'il faut X euros pour acheter les pelles pour creuser les trous. Mais c'est pas du tout une analyse, une évaluation de de l'efficacité économique de ces dépenses. C'est ça qui manque. En France, on ne fait jamais. Donc, en effet, oui, il a. On ne fait jamais l'évaluation de l'efficacité économique des dépenses. Très peu. On en fait un peu quand même. Faut pas exagérer. Il y en a un peu, mais pas assez, insuffisamment. Et malheureusement, les pouvoirs politiques, quand on en fait, le décideur n'en tient pas souvent compte. Pensez-vous, comme un ancien conseiller ministériel que je viens de rencontrer, qu'il sera impossible à l'actuel gouvernement de résister au débat budgétaire de 2026 ? Résister au sens où il risque de se faire censurer ? Oui. Bah, on peut le craindre. Là, je n'ai pas de boule de cristal politique. Je ne suis pas dans la tête des décideurs qui pourraient décider de voter une motion de censure, mais c'est un risque, oui. Je vous cite, quand je relis les notes de cette période que j'ai conservées, donc les notes de vos périodes de passage à Bercy notamment, je suis frappé par la permanence dans le temps des problèmes fiscaux et des mesures qu'il faudrait prendre pour les résoudre. Ça n'a pas changé. Non, ça n'a pas changé. J'en peux en trouver une illustration dans des débats récents, très très récents, puisque à l'occasion du conclave sur les retraites a été avancée l'idée qu'il faudrait revoir le financement de la protection sociale. Et donc le MEDEF, par exemple, s'est demandé si on ne pouvait pas remplacer des cotisations sociales par de la TVA. D'autres ont parlé de CSG. Et puis revient à ce moment-là l'idée de financer la protection sociale par la taxation des robots, des choses comme ça. C'est des débats qu'on avait déjà il y a 30 ans. Et la conclusion que j'en tirais et qui avait été rendue à l'époque, il y avait eu un livre blanc sur le financement de la protection sociale, a été très simple. Ça sert à rien d'essayer de trouver une recette miracle qui permette de financer la protection sociale si les dépenses sociales continuent à augmenter plus vite que l'activité économique. Ben voilà, on en est toujours là. Elles continuent à augmenter plus vite que le produit intérieur brut. Donc, essayer de trouver, il n'y a pas d'assiette miraculeuse sur laquelle on pourrait prélever et qui résolve ce problème. Pourquoi vous avez titré votre ouvrage « Mes comptes publics » ? Mes comptes, c'est quelque chose d'une déception, un espoir déçu. Donc, quel est cet espoir déçu ? Cet espoir, c'est justement qu'on puisse réformer l'État, qu'on puisse reprendre le contrôle de nos finances publiques. Donc ça fait 30 ans, voilà, quand j'étais déjà au ministère des Finances, à la Cour des comptes, qu'on écrit sur ce sujet et qu'on espère qu'on y arrivera un jour, mais pour le moment, on en est encore loin. Vous avez publié un nombre incalculable de notes. Combien de notes ? Vous les avez comptées ? Ah non, je n'ai pas compté. Quelques centaines. Toutes ces quelques centaines de notes que vous avez publiées, vous n'aviez pas le sentiment à la fin de jeter des bouteilles à la mer ? Si, il faut avoir la foi en matière budgétaire, si j'ose dire, parce que on a vraiment l'impression qu'on jette des bouteilles à la mer ou qu'on est un prophète qui crie dans le désert. Alors il faut espérer malgré tout avoir la foi. Quelqu'un trouvera la bouteille ou quelqu'un vous entendra le prophète qui crie dans le désert. Mais pour le moment, je n'ai pas encore beaucoup vu. Pourquoi le SMIC est un tabou ? C'est ce que vous écrivez. Le SMIC est un tabou en France parce que, pour des tas de raisons, mais qui peuvent très bien se comprendre, on ne veut pas avoir de travailleurs pauvres. Bon, mais c'est une très bonne raison. Le problème, je dirais, de la France... Mais pourquoi ça vous pose un problème ? Parce que c'est ce que vous dites. Parce que vous avez observé le modèle américain. Qui a un salaire minimum, c'est très bien. La plupart des pays en ont, pas tous. Il y a beaucoup de pays de l'OCDE, très développés comme nous, qui n'ont pas de salaire minimum, ou des salaires minimums fixés par branche. C'est autre chose.
chose. Donc un salaire minimum, très bien, mais il ne faut pas qu'il soit à un niveau trop élevé. La caractéristique du SMIC français, c'est qu'en pourcentage du salaire moyen médian, c'est le plus élevé de l'Union européenne. Et ça pose un problème. Quel problème ? Ça pose un problème de coût pour les entreprises, donc de compétitivité, et donc pour recruter en particulier des gens qui sont peu qualifiés, parce que ça leur coûte très cher de recruter ces personnes. Et donc depuis, j'en ai vu les premiers pas à Bercy il y a déjà 35 ans. Pour alléger ce coût pour les entreprises, on réduit les cotisations sociales patronales au niveau du SMIC. Donc on fait ça, on a commencé il y a 30 ans, on a continué, mais si le SMIC continue à augmenter trop vite, c'est une espèce de course entre le SMIC d'un côté et les allègements de cotisations de l'autre qui ne s'arrêtent pas. Vous dites que l'exemple américain a été une source d'inspiration dans les années 80. Est-ce que c'est le cas encore aujourd'hui ? Non, je dirais moins ça aujourd'hui. Historiquement, dans les années 80, la France avait un taux de chômage beaucoup plus élevé en fait qu'aujourd'hui, avait un problème d'emploi et on voyait avec stupéfaction des millions de créations d'emplois aux États-Unis. Et quel était le secret de la réussite américaine en ce domaine ? Ce qu'on constatait, c'est que ces emplois, ils étaient en fait en nombre, ils étaient surtout dans des services peu qualifiés, justement. À l'époque, c'était les services des caissières. Et pourquoi ça ne marchait pas en France ? Justement, à cause du coût du travail. Le salaire minimum, coût du travail. Il y a un SMIC aux États-Unis, mais à l'époque, il était très faible, et donc il était beaucoup plus facile de recruter ces gens peu qualifiés aux États-Unis, ce qui a donné l'idée après de faire ces allègements de cotisations. Est-ce qu'on peut réformer François Ekal en pleine guerre commerciale ? C'est beaucoup plus compliqué, oui. Je reconnais que la situation aujourd'hui pour réformer est quand même très difficile. Et que vous inspire d'ailleurs à cet égard la visite de Giorgia Meloni en ce moment à Washington ? Alors, ce que j'espère, c'est que elle va pas chercher à obtenir, je dirais, un traitement privilégié pour l'Italie, parce que face aux défis que lance Trump à l'ensemble du monde en matière de droits de douane, il faut que l'Europe reste unie. La seule façon de répondre, c'est que nous-mêmes on augmente de manière un peu uniforme nos propres droits de douane ou qu'on ait une riposte ciblée. Mais si on fait ça les uns après les autres et chacun dans son coin, là on est fini. On tourne autour du pot depuis le début de cette interview, il nous reste moins d'une minute, mais c'est une question majeure. Est-ce qu'on peut, en France, prendre pacifiquement, ou disons sans contexte de crise, les décisions nécessaires, les décisions qui s'imposent pour sauver les finances publiques ? Malheureusement, j'en doute de plus en plus. Je crains qu'il faille attendre en effet une vraie crise et une intervention extérieure, une pression extérieure pour qu'on le fasse. Que signifie être keynésien à court terme et classique à long terme ? Ça veut dire accepter de considérer que quand on essaye de réduire le déficit public, soit en augmentant les impôts, soit en économisant sur les dépenses, ça a un effet négatif sur l'activité. Donc il y a un prix à payer sur le moment, mais à long terme, ce prix diminue et finalement, après, on repart sur de bonnes bases. C'est ce qui est arrivé aux pays du sud de l'Europe, Portugal, Espagne, etc., qui ont subi, sous une pression extérieure, ont été obligés de faire des efforts très importants et puis maintenant qui vont beaucoup mieux. Merci beaucoup François Ekal. Vos mémoires sont absolument passionnante parce qu'elle raconte de façon vivante et de l'intérieur le travail parfois obscur mais capital de l'administration publique et en particulier de l'administration des finances et aussi de la Cour des comptes. C'est vraiment, si vous n'y connaissez rien, c'est vraiment un très bon voyage que je vous recommande. Mes comptes publics, c'est aux éditions Odile Jacob et c'est à lire. Merci beaucoup de nous avoir suivis. À très vite sur le Figaro TV.